Vincent Jean Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit moment pour parler de ce livre, Les femmes du lien, aux éditions des Arènes. Vous suivez euh, justement ces femmes du lien, ces derniers de cordée qui sont devenus les premiers de cordée pendant le Covid, les auxiliaires de vie, aides à domicile, assistantes maternelles et j'en passe, beaucoup de métiers, dont certains méconnus dont on va parler ensuite. D'abord, une question très simple, pourquoi avoir voulu s'intéresser à ces femmes-là, à ces métiers-là? Ce livre s'inscrit dans un processus long, c'est-à-dire que ça fait maintenant près de 10 ans que je documente les classes populaires en France, en particulier dans la France périphérique, hein, dans les territoires un peu enclavés. Et donc il y a une forme de sédimentation hein, quand on fait un travail de fond. J'avais fait un travail dans les villes FN sur les électeurs votants pour le Front National. Avec Valérie Gounet. Ensuite, j'ai écrit un autre ouvrage, Les Racines de la colère, qui se déroulait à Denain, donc dans le bassin minier à côté de Valenciennes, sur les questions de mobilité, de rapport au territoire et d'attachement en fait aussi à ces territoires, à ces bassins industriels, ex-industriels plutôt. Et tout au long de ces projets, en fait, j'ai eu l'occasion de croiser des femmes travaillant dans ces métiers avec une forme de surreprésentation, hein, finalement sociale, par rapport à ce que l'on peut voir à Paris. Et en l'occurrence, Les Racines de la colère, c'est un livre qui s'achève sur les débuts du mouvement des Gilets jaunes. C'est un livre qui, en creux, documente en fait la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Et donc j'étais très présent sur les ronds-points à l'époque. Et j'ai aussi croisé nombre de ces femmes sur les ronds-points. Ça a été un début parce que c'est vrai qu'il y avait aussi dans ce mouvement, dans sa globalité, des représentantes, des porte-paroles, entre guillemets, euh, qui ont eu une certaine visibilité. Et ça a été le début de quelque chose. Et c'est vrai qu'au printemps 2019, donc à l'occasion de la sortie de mon précédent livre, j'avais eu l'occasion d'avoir un échange avec François Ruffin, qui faisait ce constat similaire, qui à l'époque envisageait de mettre en place sa mission d'information sur les métiers du lien. Et donc c'est à cette occasion que je suis parti sur ce projet, donc avant le début de la crise sanitaire. Hmm. Alors on va en parler de François Ruffin parce Ouais. qu'il apparaît un tout petit Oui. peu dans le livre, mais juste avant, pour parler un petit peu de ses portraits, avant de rentrer vraiment dans les exemples, dans ses vies, pourquoi avoir sélectionné ces portraits-là? Parce que c'est des portraits très variés, qui représentent à chaque fois quelque chose de différent, avec des origines différentes, avec des parcours de vie différents. Comment les avoir sélectionnés, ces portraits-là? Alors moi d'emblée j'ai souhaité travailler sur deux territoires distincts, que sont donc un territoire rural post-industriel, l'Avesnois, au sud de Maubeuge, autour de Fourmies et Avesnes-sur-Helpe. Donc c'est à la fois aujourd'hui un territoire rural avec du bocage, de l'élevage et des petites villes. Hein, Fourmies, c'est 11 000 habitants. C'est un territoire qui a été ravagé par la désindustrialisation. C'est un territoire où on a une population qui diminue, où les personnes qui font des études supérieures s'en vont en fait, hein. Et et celles qui restent sont des gens qui n'ont pas fait d'études supérieures parce qu'ils n'en ont pas eu la possibilité, parce que ça coûte beaucoup plus cher quand on doit quitter son territoire, et qui donc travaillent sur place. Et il y a une spécificité des femmes parce que ce sont des femmes qui sont nées dans ces territoires, qui ont toujours vécu, qui ont leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Et donc ça me semblait intéressant parce que c'est typiquement, voilà, il y a une surreprésentation sociale de ces femmes dans ces territoires, ça j'y reviendrai après. Et ensuite, je voulais travailler dans un territoire urbain, donc en gros la grande région parisienne et tout particulièrement la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, avec un certain nombre de spécificités, où les femmes travaillant dans ces métiers sont majoritairement issues d'immigration, puisque par exemple, si je prends le cas des aides à domicile en Île-de-France, plus de la moitié sont nées à l'étranger, donc sans compter les descendantes d'immigrés, et aussi celles qui viennent des dom-toms. On le voit d'ailleurs avec Marie-Claude à Mm. l'hôpital, quand elle est qui était aide-soignante à l'hôpital. On la voit avec ses collègues dans la salle de repos. Elles sont toutes soit des dom-toms ou nées en Afrique. Donc il y avait ce distinguo. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit des femmes dans le livre qui ont des préoccupations sociales communes. Et ce qui d'ailleurs s'est vérifié et a été mis au grand jour justement par la crise sanitaire. Parce que pendant la crise sanitaire, on a précisément 35% des actifs qui sont restés au travail. Mm. Mm. Ça correspond grosso modo aux 40% d'actifs en France qui font partie de la classe dite servicielle, Mm. c'est-à-dire environ
10 millions, 11 millions d'emplois en France. Sur ces 11 millions, alors que la classe servicielle, c'est très large. Ce sont des hommes qui travaillent dans la logistique, qui transportent, qui trient. Ce sont aussi tous les petits fonctionnaires. Et ce sont les femmes, plutôt dans ce qu'on appelle le- donc les métiers du lien. Donc environ 3 millions de femmes sur 12 millions de femmes actives en France. Donc environ un emploi féminin sur 4, ce qui est absolument considérable. Et donc c'est vrai que la crise sanitaire a mis à jour finalement l'émergence d'une nouvelle classe ouvrière, mais dans un imaginaire qui est complètement à construire. Ouais, ouais. Alors justement, c'est une masse immense, c'est 3 millions de femmes, je crois, si je ne me Mhm. trompe pas, cette femme active sur 4, comme vous le disiez. Comment on explique, alors qu'elle est en train de petit à petit, elle se pense de plus en plus comme une classe sociale, comme une classe ouvrière, comment on explique que dans le débat public, elle soit si absente des débats? Alors à cela, il y a plusieurs raisons, hein. C'est que il y a, comme je le disais, un imaginaire à construire. Alors je parle de Mm, ces femmes, mais grosso modo de ce qu'on peut appeler, de ce que certains appellent le back-office de la société, donc que mm, l'on a vu en place pendant la crise du Covid. Alors ce sont des métiers, on le voit dans le livre, en particulier pour les femmes du lien, où il n'y a pas de collectif de travail. mm, On est souvent extrêmement seul quand on travaille au domicile, quand on travaille chez les gens ou chez soi. Hein, je pense aux assistantes maternelles, aux assistantes familiales. Forcément, avoir de la visibilité, c'est beaucoup plus compliqué. Ce sont des métiers qui, de par leur fonction, où on est au service des autres, finalement, ne permettent pas finalement d'avoir une activité syndicale à l'extérieur. mm, C'est beaucoup plus complexe. Mais les choses sont en train de changer doucement. On voit beaucoup à côté des syndicats d'ailleurs, des collectifs hein, se créer. Je pense à la corde des aides à domicile qui sont très nombreuses en France, hein. Il y en a 800 000. Donc c'est mm, vraiment un corps, alors avec des corps très différents, puisque si je prends le cas des aides à domicile, la moitié travaille en CESU, donc travaillent en tant qu'indépendantes, et les autres sont employés soit dans le secteur majoritaire, c'est-à-dire dans le secteur associatif à but non lucratif, dans le secteur privé lucratif, et dans la fonction publique plutôt territoriale. mm, Avec un morcellement, c'est-à-dire on parle là de secteurs qui sont extrêmement atomisés, mm, c'est-à-dire que euh, le médico-social, pour faire vite, hein, ce sont des activités qui dépendent principalement des compétences des départements. Donc il y a déjà, on voit un effritement territorial où, avec des financements de l'État qui reviennent vers les départements, mais avec toutes les difficultés que l'on connaît dans les transferts financiers. Et ensuite, les départements vont s'appuyer sur un secteur associatif ou privé. mm, Donc on a vraiment un effritement et un système extrêmement, une espèce de nébuleuse qui est extrêmement complexe à lire. Et donc c'est très compliqué derrière, effectivement, de pouvoir constituer des collectifs et donner de la visibilité en fait à cette nouvelle classe ouvrière d'une certaine mm. manière. Et est-ce que ce livre est quelque part un livre militant justement pour créer du collectif, pour leur amener une dignité, une fierté retrouvée et les amener à se penser justement comme une classe? J'ai du mal à le définir comme un livre militant. Pour moi, enfin, un livre comme celui-ci qui a une forme particulière, c'est-à-dire que c'est un récit documentaire. Mm, Ce sont les femmes qui ont la parole, hein. On reviendra peut-être tout à l'heure mm, sur la forme du livre, qui mélange la BD, la photographie, le roman photo documentaire. Ça vise, par contre, à mon sens, à forger un nouvel imaginaire, mm, un imaginaire tout court d'une certaine manière autour de ces professions. mm, mm. Et alors vous parlez de leur qualité, vous dites qu'elles ont un sens de l'engagement, une intelligence sociale. Je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette définition-là, qui finalement ne sont pas des qualités si communes, si vous les Oui, signalez. oui, alors c'est vrai qu'il faut rentrer un peu dans les détails Mm, parce que je vois pendant la crise sanitaire, on a eu tendance un petit peu à mélanger beaucoup de choses. mm, Euh, la classe servicielle, c'est extrêmement large, comme j'en ai parlé, hein, mm, notamment chez les femmes. Et j'ai voulu quand même faire quelques distinguos. mm, Il y a les agents d'entretien, par exemple, ou les caissières dont on a beaucoup parlé, qui sont indispensables et qui font partie des chaînes. Voilà. Mais sauf que c'est plus considéré, enfin c'est plus compliqué, à mon sens, de les considérer comme les métiers du lien, parce qu'on n'a pas, on n'est pas dans des métiers de l'humain, si vous voulez. mm,
certes, il peut y avoir des relations sociales avec les clients, entre guillemets, mais c'est quand même pas la charge affective n'est pas tout à fait la même, et surtout, la responsabilité au travail n'est pas du tout la même. Et moi, par exemple, toutes les aides à domicile vous disent une chose, mais sans chercher à diviser, sans chercher à jeter l'opprobre sur d'autres métiers. Mais ce qu'elles vous dit, ce qu'elles me disent toutes, c'est on n'est pas des femmes de ménage. Mm. C'est pas une façon de dévaloriser le travail des femmes de ménage, mais c'est plutôt une façon de dire nous, on a quand même des compétences Ouais. particulières, et ce serait quand même bien de les reconnaître. Et effectivement, quand on est une auxiliaire de vie, on va être amené à assurer euh, des tâches élémentaires d'entretien d'une maison d'une personne en situation de vulnérabilité et de dépendance. Mm. On va assurer les toilettes. Et faire une toilette d'une personne handicapée, bah, ça demande beaucoup de technicité, Ouais. ça demande beaucoup de douceur, ça demande une capacité à s'adapter à la psychologie de la personne, Mm. et ça demande bah, ce que j'appelle moi de l'intelligence affective. Mm. C'est la même chose pour les travailleurs sociaux. Euh, on travaille vraiment sur l'humain, donc on doit se faire accepter, pas toujours avec, je dirais, une, une acceptation des gens enfin, qui bénéficient des prestations. Donc c'est quand même, voilà. Et ça, c'est absolument pas reconnu Ouais. dans les rémunérations, parce que si on prend le cas d'une aide à domicile, finalement, son niveau de rémunération, il est équivalent à celui d'une agent d'entretien. Ouais. Dans ce sens, il y a un portrait qui est particulièrement frappant, c'est celui de Valérie, qui est technicienne d'intervention sociale et familiale. Je lis le titre parce que je ne Hmm. connaissais pas ce métier personnellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce portrait-là, ce profil-là? Parce que euh, enfin, elles ont toutes une utilité sociale, mais elle, c'est particulièrement marquant. Elle est presque une deuxième mère pour les personnes qu'elle va visiter. Voilà. Donc c'est un métier, moi, que je ne connaissais pas. Mm. Quand on fait un travail documentaire comme celui-ci, on cible, on va dire, des professions, on cible des employeurs potentiels, donc je vous ai parlé des territoires, et moi j'aime bien quand je vais travailler sur un endroit, je fais beaucoup de repérage, je navigue beaucoup, Mm. j'ai besoin de connaître les gens du coin en fait, et c'est le bouche à oreille qui m'a permis de connaître Valérie et donc sa profession. Et effectivement, on ouvre le livre en fait sur le récit de Valérie, Mm. parce que chaque chapitre en fait est consacré à une de ces femmes. Et parce que pourquoi j'ai voulu commencer par Valérie? Parce que d'une certaine manière, Valérie est à la conjonction finalement de beaucoup des métiers dont on parle aujourd'hui. Mm. C'est-à-dire qu'elle travaille dans des familles, donc les techniciennes d'intervention sociale et familiale, par le passé, on les appelait les travailleuses familiales. Mm. Donc c'était les anciennes petites sœurs des pauvres, hein, d'une certaine Mm. manière, c'est né avec les bonnes sœurs, qui intervenaient dans les familles ouvrières très nombreuses, où les mères étaient en situation d'incapacité à prendre en charge finalement le foyer pour différentes raisons, la maladie, l'extrême jeunesse aussi parfois des mamans, etc., etc. Ces travailleuses familiales venaient vraiment assurer des tâches domestiques Mm. à la maison. Puis au fur et à mesure, ces travailleuses familiales ont assuré de plus en plus des tâches éducatives, d'accompagnement. Et puis, au début des années 2000, les textes ont changé, l'appellation du métier a changé. Alors c'est un acronyme qui est horrible, hein, comme souvent dans ces professions, ce sont des techniciennes d'intervention sociale et familiale, des TISF pour être précis. Elles ont aujourd'hui le statut de travailleuse sociale, ce qui est très important. Elles ont une formation qui a un peu augmenté puisqu'elles sont passées de 1 an à 22 mois de formation. Donc c'est un peu l'équivalent d'un diplôme d'aide-soignante, Mm. c'est-à-dire vous avez un diplôme, vous passez un diplôme d'État et ensuite vous allez à l'école pour faire la formation. Après, souvent, un bac pro de service à la personne, voilà, pour faire vite. Et leur travail a évolué, c'est-à-dire qu'elles sont toujours dans une logique de faire avec les familles, c'est-à-dire qu'elles assurent des tâches domestiques, mais pas seules, Mm. et elles le font avec les parents, avec les enfants, sur des interventions ciblées qui généralement s'étalent sur une demi-journée ou plusieurs demi-journées dans la semaine, et ce parfois pendant des années. Mm. Et c'est-à-dire elles sont mandatées soit par... Donc elles sont employées dans une association financée par le département, elles sont mandatées soit par les services sociaux, c'est-à-dire qu'une assistante sociale va recevoir une famille, va faire le point avec la famille et va conseiller, bah, on va dire, ce serait bien que peut-être une TISF vienne chez vous parce que vous ne vous en sortez pas, parce que la maman a 18 ans, qu'elle a eu des jumeaux et que Mm. c'est compliqué.
Bon, ça c'est un cas typique. Mais de plus en plus, ces interventions des TISF, ça c'est quand même une tendance nouvelle, interviennent sur la base de mesures de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, donc une décision du juge pour enfants. Donc ils sont soit dans le cadre d'un placement, c'est-à-dire qu'il y a un placement et les enfants reviennent le week-end, et pendant une partie du week-end, la TISF est présente, elle fait une sorte de médiation, soit dans une mesure où il n'y a pas de placement, mais on prévient d'une certaine manière le placement, avec une présence permanente. Et donc, on va faire la TISF, va faire des tâches domestiques avec la maman, par exemple, ou le papa, mais va aussi faire de l'aide aux devoirs avec les enfants, va aussi organiser des activités collectives dans la maison. Et ça, c'est assez frappant de voir que cette profession, finalement, moi, j'ai été extrêmement marqué, mais j'ai pu aller dans des familles par le passé, à Denain notamment, où on voit un peu comment la vie des familles se déroule, mais aujourd'hui, on voit que l'individualisation des rapports sociaux dans la société a fracassé en fait la vie des familles d'une certaine manière. Quand il y a 5 enfants et que sur les 5 enfants, il y en a 4 qui sont sur leur écran divers et variés, que plus personne se parle, mais au sein de la famille, les uns et les autres se crient dessus. Et puis finalement, c'est dans tous les milieux sociaux. Je veux dire, c'est pas propre aux catégories populaires. Le rôle de la TISF, c'est de remettre du lien, c'est de remettre du collectif là-dedans, de faire des activités de jeu, de cuisine. Il n'y en a que 8000 en France. C'est extrêmement insuffisant. Et on voit aussi que par rapport à d'autres métiers, notamment dans le secteur social, je pense au métier d'assistante familiale qui est en crise aujourd'hui, on y reviendra peut-être, parce que c'est un métier qui demande des contingences matérielles extrêmement complexes par rapport aux contingences des temps modernes, on va dire. Euh, la TISF, finalement, je pense, vraiment un métier d'avenir, parce qu'il y a vraiment besoin de remettre du lien dans les familles. Et au-delà des conditions de travail, des familles qu'elles peuvent accompagner, vous accordez aussi une large place à leur parcours de vie. Et ça va être intéressant parce on va avoir l'occasion, pour le coup, de parler du format aussi, parce que les parcours de vie sont racontés en bande dessinée, alors que vous êtes photographe et que les photos occupent la majeure partie du livre. Alors d'abord, pourquoi ce format-là et pourquoi avoir voulu raconter aussi leur passé? Est-ce que ça apporte forcément quelque chose dans la compréhension du métier et de leur utilité sociale? Alors, Les Femmes du Lien, c'est un livre protéiforme. C'est une sorte de dolni, c'est-à-dire d'objet littéraire non identifié. C'est un livre documentaire. Effectivement, je suis photographe et documentariste. Et donc, effectivement, comme les précédents livres, j'ai détourné depuis quelques années maintenant les codes, entre guillemets, du roman photo. Je mets des guillemets parce que ça n'a rien à voir, en fait, avec le roman photo. C'est-à-dire que je photographie exactement comme je peux le faire dans un reportage, par séquence. Il y a des suites de séquences, en fait. Il n'y a pas de mise en scène. Si j'en suis venu à cette forme, c'est que j'ai considéré que lorsque je suis amené à suivre des protagonistes pendant un temps donné, relatif, parfois à 2 ans, il était inconcevable pour moi de ne pas restituer la parole des gens que je suivais. Donc on peut le faire à l'écrit, mais là l'idée c'est quand même d'avoir une forme assez vivante. Traditionnellement, dans les docu-photos, on a ce qu'on appelle des légendes augmentées, avec des verbatims, mais la position en fait de l'auteur n'est pas la même. C'est-à-dire que on est présent, tandis que là, moi, le but, moi, de mon travail, c'est complètement de m'effacer. Moi, mes références, c'est le cinéma direct, c'est aussi Striptease, l'émission des années 80, les documentaires des années 80, où finalement on laisse parler les gens, et par ce qu'ils disent, en fait, on documente. Et donc dans les bulles, ce sont des paroles que j'ai enregistrées, que j'ai retranscrites, que je fais valider in fine par les protagonistes. Et effectivement, dans ce livre, j'ai un peu fait évoluer la forme. Il m'est apparu absolument évident qu'il fallait parler de l'histoire de ces femmes. Parce que, en fait, à chaque fois, quand je les interviewe, elles me racontent un peu leur vie. Et j'ai trouvé beaucoup de points communs à toutes ces femmes dans leur enfance. C'est qu'elles ont toutes connu dans leur enfance, en fait, une forme d'assignation sociale à exercer des tâches domestiques. Toutes. Que l'on soit né comme Marie-Basile
euh, au Cameroun, Oui. que l'on ait passé son enfance dans la brousse au Cameroun. Marie-Basile s'occupait des anciens du village qui n'avaient pas d'enfants, par exemple. Donc, et puis après, elle est devenue fonctionnaire de police au Cameroun et ensuite aide à domicile en France. Il y a un Mm. parcours de migration qui est Ouais. raconté dans la BD qui permet de comprendre aussi beaucoup, beaucoup de choses. Mm. Et finalement, bah, Séverine, qui fait le même métier que Marie-Basile dans le Nord, à côté de Fourmies, qui a toujours vécu à Fourmies, dont les parents ont toujours vécu à Fourmies, bah, dans son enfance, même chose, elle s'occupait de ses grands-parents, dont l'un était handicapé. Mm. Elle faisait les toilettes, elle accompagnait son père pour faire les toilettes. Et ensuite, elle est devenue, elle de domicile tout de suite quand elle est sortie de l'école. Mm. Mm. Donc finalement, c'est là que c'est intéressant parce que ces BD, ça permet aussi vraiment d'inscrire chaque portrait dans une sociologie. On voit les professions des parents, on voit d'où viennent les personnes. Et puis on voit que dans la diversité de ces portraits, bah, finalement, il y a des destins sociaux assez communs, quoi. Mm. Et que finalement, la question des origines est peu importante. Ouais. Et j'avais envie de parler avec vous un petit peu des coulisses, entre guillemets. Comment est-ce que vous avez travaillé pour être adopté et intégré dans ces parcours de vie? Parce que ben, c'est un public souvent très pudique, qui est mal regardé, mal jugé par la société. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir leur confiance, pour obtenir leur confidence? Parce que c'est un livre très riche. On voit tout leur parcours de vie, toutes leurs blessures. On parlait de Valérie tout à l'heure, mais par exemple, voilà, elle parle d'un moment tragique où elle perd son mari, finalement elle finit par faire corps avec son métier. Comment est-ce que vous avez fait pour intégrer leur cercle? Bah, on a un principal allié par rapport au travail journalistique que l'on peut faire ici à Marianne, hein, qui est le temps. Mm. C'est-à-dire que le fait de passer énormément de temps permet de gagner la confiance des personnes que l'on suit. Mm. Moi, pour ma part, il y a quelque chose qui est très important, c'est que j'aime bien fixer les règles du jeu dès le départ. Mm. Donc il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup d'échanges. Si on veut que les personnes donnent, bah, il faut aussi donner un peu de soi. Mm. Et puis, par contre, c'est vrai que moi, j'ai quand même remarqué quelque chose sur ce livre, par rapport même au précédent, c'est que j'ai eu des alliés de circonstances pour réussir ce travail. C'est Mm. qu'elles avaient toutes envie de faire connaître leur métier. Mm. Elles avaient envie qu'on parle de leur métier. Et pour elles, c'est une forme de reconnaissance extraordinaire. D'ailleurs, moi, je les associe complètement à la promotion de ce livre, hein, Mm. certainement accompagné, Ouais. y compris dans les présentations, les librairies, etc. Et elles continuent de le faire parce que, bon, voilà, elles ont pris part finalement. Moi, j'ai besoin finalement, quand je suis des personnages, qu'ils prennent part à mon travail. Mm. C'est-à-dire que c'est pas une immersion complète. Moi, j'ai pas vécu pendant 2 ans à Fourmillon en Seine-Saint-Denis. J'y suis allé très régulièrement. C'est pas la même chose. Moi, j'ai besoin aussi de trouver la bonne distance. C'est-à-dire que même si Valérie ou Angélique ou Séverine peuvent me confier des choses extrêmement intimes que je peux restituer avec leur accord dans le livre, je le fais parce que ça a un intérêt par rapport au récit toujours. Ouais. Mm. Et vous parlez de cette envie de parler de son métier, de soi. Mm. C'est quelque chose de nouveau, non? Enfin, cette fierté-là retrouvée. Est-ce qu'on le doit un petit peu au travail de François Ruffin, par exemple, on en parlait tout à l'heure, de se dire finalement on a quelque chose à revendiquer, on a quelque chose à montrer? Bah, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure au début. On est vraiment dans des professions qui jusqu'alors étaient invisibles. Mm. Euh, c'est même si on peut de loin connaître le métier d'une aide-soignante, parce qu'on a tous plus ou moins, on est tous plus ou moins passés par un séjour à l'hôpital ou d'une aide à domicile, parce qu'on a tous des parents ou des grands-parents dépendants. Finalement, on n'en connaît que la surface. Mm. Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'on va bien au-delà de la surface. Mm. Mm. Et au moment, alors on parlait je sais plus si on a parlé de Marie-Claude tout à l'heure, mais j'y pensais quand vous parliez de ces itinéraires de migration. Son itinéraire l'amène à l'hôpital de Bobigny, et là vous parlez de liens de solidarité, d'un collectif. Ça aussi, vous voulez en parler, sortir quelque part du schéma de la travailleuse seule, Oui, individuelle. Ouais, c'était oui, important. alors, dans le cas de Marie-Claude, c'est un peu un cas à part finalement Ouais, dans le livre, parce que elle travaille à l'hôpital, ouais. dans un centre de rééducation, de soins de suite, comme on dit, à Bobigny. Donc effectivement, il y a quand même un cadre de travail collectif. Il y a Mm. des collègues, en fait, même si dans ses interventions dans les chambres, la plupart du temps, elle est finalement assez seule, même si parfois
On le voit dans le livre, une collègue vient lui prêter main forte parce que ce sont des métiers aussi physiques, extrêmement physiques. On y revient, mais par exemple, chez les aides-soignantes et les aides à domicile, on a un taux de maladies professionnelles et d'accidents du travail qui est 40% supérieur à celui des travailleurs du BTP, Mm. par exemple, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de pathologies musculo-squelettiques. Mais bref, pour revenir à la question du collectif, oui, à l'hôpital, il y a un collectif qui est un peu plus présent, il y a des syndicats, il y a un peu une organisation. Mais justement, on voit dans le parcours de Marie-Claude qu'elle a commencé comme aide à domicile. Mm. Donc c'est la plus jeune d'ailleurs des protagonistes du livre et qui a une progression et une envie d'aller plus loin. Et d'ailleurs, elle le dit, elle ne sera pas forcément toute sa vie aide-soignante. Mm. Elle a l'envie de progresser. Ce qui est intéressant, parce que c'est l'une des particularités de ces métiers, et je pense notamment celui d'aide à domicile, c'est que c'est un métier où on a en fait des perspectives de carrière qui sont souvent assez limitées. Ouais. C'est très difficile de progresser, d'évoluer. C'est vrai qu'on le voit, alors je sais plus sur quel témoignage, mais où la personne parle de la reconversion à venir. Voilà, il y a des douleurs, et forcément, on voit le bout quelque part. Mais est-ce qu'on peut se reconvertir facilement quand on est dans ces métiers-là? Ah non, justement, moi je pense à Séverine, qui aujourd'hui a 45 ans, ça fait maintenant 25 ans qu'elle fait cette profession. Mm. Sa fille fait le même métier qu'elle, c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi. Mm. Donc ça c'est intéressant, cet effet miroir et les dialogues qu'elles peuvent avoir dans le livre. Mais c'est vrai que c'est éreintant, c'est un métier. euh, voilà, dans une matinée, elle va visiter une douzaine de patients, elle va avoir une pause l'après-midi et reprendre en fin de journée, mais elle est sur des amplitudes de travail de l'ordre de 12 heures en fait. Si Mm. on prend, même s'il y a des pauses, il y a un morcellement des journées, c'est toute la problématique des aides à domicile qui en fait travaillent à temps plein mais sont pas payés partiellement. Ouais. Même si officiellement, en fait, le temps de travail reconnu est celui euh, passé chez les gens, c'est-à-dire au moment où on met le téléphone sur le bip qui permet de compter le temps de travail. C'est-à-dire que les temps de trajet entre les patients n'est jamais comptabilisé. Ce qui est un problème majeur de cette profession où en général, le salaire moyen des aides en France est de 1100 euros par mois. Ouais. Euh, et, euh, et donc en moyenne, il faut compter une quinzaine d'années pour atteindre un SMIC mensuel, ce qui est le cas de Séverine qui travaille depuis 25 ans, qui est à 1350 euros par Ouais. mois au bout de 25 ans de carrière. D'ailleurs, il y a quelque chose de marquant quand on lit votre livre, c'est que dans la présentation, évidemment, il y a le prénom, l'âge, etc. Et il y a le salaire. Oui. C'est un parti pris, C'est un parti pris complètement assumé, Ouais. parce que effectivement, euh, le point commun de ces professions, c'est qu'elles sont absolument pas rémunérées à leur juste valeur. Mais au-delà de la reconnaissance financière, il y a un élément qui ressort énormément dans ces témoignages, c'est la volonté aussi d'être reconnues pour ce qu'elles font et d'être, disons, mieux associées dans les processus de décision. Mm. Je pense au métier, je pense au travail social en particulier, et en particulier à l'assistante familiale, donc la famille d'accueil, Marie-Ève, qui euh, finalement n'est absolument pas associée aux décisions quand il y a une décision de renouvellement du placement de l'enfant Mm. au sein de sa famille, finalement, elle n'est pas associée aux décisions. Ouais, ouais. Et sur la question des salaires, on a très peu avancé. On vous parlait à un moment dans le livre du Ségur de la santé, Ouais. où voilà, ça a accordé une petite prime, un petit plus. Comment vous expliquez qu'on n'arrive toujours pas à avancer alors que pourtant pendant le Covid, il y avait presque un espoir de voir se retourner comment dire, la, la puissance des valeurs, hein, dans le sens où on se disait que les métiers peu reconnus allaient finalement devenir les premiers à être reconnus, à être Mm. valorisés, et finalement, en fait, pas du tout. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que même s'il y a une mise à jour d'un corps social Mm. euh, indispensable, essentiel, tout reste à faire dans la construction des imaginaires, ce que je Mm. disais tout à l'heure, mais j'y reviens, mais le morcellement, si vous voulez, de ces secteurs fait que c'est très compliqué d'avoir des revendications nationales. On Mm. l'a vu effectivement avec les auxiliaires de vie au moment du Ségur, puisqu'elles ont été complètement oubliées, et puis on les a rattrapées, mais finalement c'est imparfait, et ça reste très imparfait aujourd'hui. Il faut quand même savoir que lors du précédent quinquennat, il y a eu un projet de loi grand âge qui faisait partie des grands projets du quinquennat, qui a été reporté 3 fois, qui a fini par être complètement annulé et qui enfin, comportait
un certain nombre de mesures d'accompagnement des professionnels du lien dans les métiers du grand âge qui étaient fortes, enfin qui Mmh. prenaient vraiment en compte les besoins. Or, aujourd'hui, ce qui est décidé, c'est une loi sur le suicide assisté. Mmh. Bon, voilà, on va mourir dans la dignité, mais la question, c'est de savoir si on va former des professionnels dans de bonnes conditions pour vieillir dans la dignité. Mmh. Or, aujourd'hui, là je parle vraiment aujourd'hui, hein, il y a une situation absolument dramatique du secteur médico-social, c'est-à-dire que pour la première fois, de manière massive, on est dans des refus de prise en charge des personnes âgées, dépendantes, Mmh. faute de personnes suffisantes dans ces métiers, parce qu'il y a énormément de démissions. On parle de la grande démission en ce moment, c'est un terme à la mode, mais c'est vrai dans ces métiers, mais c'est encore plus vrai. C'est pas nouveau, si vous voulez, les problèmes de recrutement dans ce secteur, contrairement à d'autres secteurs. Mais là, on a passé un stade supplémentaire où on se demande comment on va faire. Mmh. Chez les AESH, il n'y en a pas dans le livre, mais il y aurait très bien pu en avoir. Mmh. Aujourd'hui, on voit maintenant le secteur privé qui commence à pointer le bout de son nez pour finalement, on va en arriver à une forme d'individualisation des prises en charge dans le secteur social aussi. Mmh. Mmh. Et pour conclure, alors malgré l'absence de réponse, qu'on pourrait interpréter comme du mépris, on voit que les femmes du lien dont vous rapportez la parole ne sont jamais dans l'aigreur, ne sont jamais dans les ressentiments. Au Non. contraire, il y a une lumière qui se dégage. Est-ce que c'était vraiment le cas ou est-ce que vous avez voulu mettre l'accent là-dessus? Ah, moi, j'essaye de coller le plus possible à ce que je vois, hein, Mm. donc, de l'aigreur, ça existe. Enfin, voilà, faut pas non plus complètement. On le voit quand même aussi. Oui. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui les tient. C'est les gens dont elles s'occupent, en fait. Mm. Ça, malgré tout, voilà, c'est. Mais en même temps, attention, faut pas non plus considérer que c'est suffisant. On voit bien aujourd'hui les limites finalement du don de soi, Mm. hein, qui est très présent dans ce livre. Là, on parle de professions nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, ces tâches du domicile, finalement, elles étaient effectuées par les femmes gratuitement, Mm. hein. Tout ça s'est professionnalisé et est allé de pair avec le salariat féminin, hein, qui s'est fortement développé sur les 50 dernières années. Mais on voit aujourd'hui que il y a une tentative finalement de remise en cause finalement de la reconnaissance professionnelle de ces métiers. La question, c'est de savoir si vraiment on veut les considérer comme des métiers. Si je prends par exemple le programme du Front National de Marine Le Pen sur ces métiers, c'est assez inquiétant. Mm. C'est-à-dire que on voit, il y a cette petite musique, hein, qui est reprise sur les aidants. Vous savez, il faut reconnaître les aidants, donc en gros plutôt les femmes, pour leur donner un salaire finalement maternel. Euh, Or, je ne pense pas que ce soit le futur de ces métiers. On a besoin de tierces personnes. Euh, moi, quand vous êtes, tout le monde a, enfin, toute personne qui est passée par l'hôpital, qui a été contraint d'avoir une toilette effectuée par une tierce personne, il vaut mieux que ce soit une aide-soignante que votre propre compagne qui le Mm. fasse, par exemple. Ouais. Mm. Et aujourd'hui, faute de personnel suffisant dans les hôpitaux, c'est ce qu'on commence à voir. Mm. Mm. Ben, en tout cas, on suivra encore le dossier de ces femmes du lien, peut-être même qu'on vous lira dans Marianne, parce que vous êtes aussi un collaborateur Mhm. de Marianne. Merci beaucoup pour ce moment. Donc, je Merci rappelle que Anthony. vous sortez Les femmes du lien aux éditions des Arènes et évidemment on le conseille. Merci beaucoup. Merci.